Bienvenue sur 3A Télé Sud pour notre émission Sans détour, qui nous permet donc d'aborder des sujets brûlants de l'actualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Paul Moupo-Kobanda, qui est juriste, mais aussi l'auteur de 2 ouvrages, Les crimes économiques dans les grands lacs africains, aux éditions Ménébuc, et aussi de l'asile à la galère aux éditions Pépère. Et c'est particulièrement cet ouvrage qui va nous intéresser, puisque nous allons aborder les dits et les non-dits de l'immigration noire africaine en France. Alors tout d'abord, un certain nombre de points importants. Il faut savoir que le dernier rapport de l'INSEE, donc qui date d'août 2006, stipule que nous avons 5 millions d'immigrés en France. Donc ceci représente 8,1% de la population française. Et parmi un certain nombre d'évolutions, on constate qu'il y a aujourd'hui pratiquement autant d'hommes que de femmes. Tout simplement, cela est dû à la politique du regroupement familial qui a été mise en place par le gouvernement depuis 1974. Et autre donnée intéressante, depuis 1982, vous avez 4 fois plus d'immigrés qui sont diplômés de l'enseignement supérieur. Mais il y a quand même une chose que je voudrais souligner, c'est que lorsqu'on regarde donc la campagne médiatique autour de l'immigration originaire de l'Afrique noire, on constate que des pays tels que le Mali ou le Sénégal sont surmédiatisés. Et pourtant, quand on regarde ce rapport de l'INSEE, on constate par exemple que le Mali représente seulement 1/9 du volume donc de l'immigration en provenance par exemple de l'Algérie, 1/8 du volume de l'immigration en provenance du Maroc et du Portugal, et 1/3 à peu près pour l'Italie, l'Espagne, la Turquie ou la Tunisie. Donc en fait, sur les 15 premiers pays qui sont fournisseurs d'immigrés, entre guillemets donc pour la France, on constate que le Mali est en 15e position et le Sénégal par exemple est en 13e position. Alors Monsieur Moupo-Kobanda, par rapport à ces chiffres, est-ce que, je dirais, il n'y a pas une espèce de disproportion entre la réalité médiatique et les chiffres? Il y a une grosse disproportion entre la réalité et ces chiffres, c'est évident. Tout à fait. Alors, ceux qui font l'actualité, aujourd'hui, est-ce qu'ils ignorent ces données de l'INSEE? Ah ben non, les médias et les hommes politiques n'ignorent pas du tout ces données. Sauf que pour le média, c'est peut-être mieux, c'est plus sexy, plus télégénique de montrer une pirogue de noirs avec femmes enceintes, enfants agglutinés, que plutôt un jeune roumain ou bulgare qui tente de passer en France dans un coffre de voiture. Et politiquement, c'est aussi facile de stigmatiser, n'est-ce pas vous rappelez-vous du mythe de noirs maliens qui cherchent l'Eldorado, plutôt que de montrer un blond moldave ou un rousse roumaine ou je sais pas moi, une brune tchétchène qui essaye de venir en France y vivre. Tout à fait. Alors j'ai rappelé que vous étiez donc juriste et vous êtes intéressé à la problématique de l'immigration et du droit d'asile. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'on oublie quand même de le mentionner, mais la France est aussi un pays d'immigration. Et oui, effectivement, puisque chaque année, les Français partent massivement à l'étranger pour chercher du travail. Alors, chose importante, Monsieur Kobanda, quel est le volume de ces Français qui partent à l'étranger, et puis aussi quelles sont les principales destinations donc de ces Français qui partent? Il faut d'abord souligner le raison de ces départs. Oui, c'est essentiellement pour le raison de travail et aussi pour les raisons fiscales. Oui. Ce sont les 2 principales raisons pour lesquelles les Français immigrent. Alors, ce qui est important, le premier chiffre, c'est 3 millions de Français qui vivent aujourd'hui à l'étranger, qui partent vivre à l'étranger, s'établir à l'étranger essentiellement pour travailler et aussi pour échapper aux pressions fiscales en France. Et donc, concernant la destination, vous allez être surpris, c'est que la principale destination après l'Europe de l'Ouest, c'est l'Afrique. Ah donc c'est l'Afrique. Mais vous avez le 20% de ces 3 millions de Français s'établissent en Afrique pour y vivre et travailler. Alors qu'ils ne sont que 1,7% à aller vivre par exemple à l'Europe de l'Est. D'accord, donc c'est-à-dire qu'il y a un chassé-croisé entre l'immigration africaine en France et l'immigration française en Afrique, en quelque sorte. D'accord. Alors, chose importante, vous savez, on a quand même aujourd'hui, assez souvent dans les médias, l'opportunité de voir des images donc de boat people africains qui viennent s'échouer sur les côtes européennes. Et c'est vrai que ça donne l'impression que finalement, c'est un mouvement qui est en forte évolution. Alors moi, je ne résiste pas du tout à l'envie de demander à Monsieur Kobanda quelle est la réalité en fait de cette immigration subsaharienne en Europe et est-ce qu'elle est aujourd'hui véritablement en forte évolution? Contrairement au battage médiatique, le nombre des Africains qui viennent vivre en France n'évolue pas. C'est vrai que le moyen qu'empruntent les Africains pour venir en France, par exemple, contrairement aux Asiatiques et aux Européens qui arrivent par car, par voiture, par train, mais les Africains sont obligés
lorsqu'ils n'obtiennent pas le visa, ce qui est difficile, mais de tenter de traverser la mer, d'emprunter de moyens difficiles. Du coup, c'est facile de les arrêter et de montrer l'exemple de lutte contre l'immigration. D'accord, donc vous pensez en fait que c'est beaucoup plus visible, enfin ils sont beaucoup plus visibles, ces immigrés qui viennent donc de l'Afrique noire par rapport à ceux qui viennent de l'Europe, de l'Asie. En comparant la réalité des chiffres, les chiffres nous disent autre chose. Vous avez parlé tout à l'heure de chiffres de l'INSEE. Eh bien, sur 5 millions d'étrangers vivant en France, plus ou moins 10% seulement viennent de l'Afrique subsaharienne, alors qu'ils sont quand même plus de 30% qui viennent de l'Europe, et à peu près le même chiffre qui viennent de l'Asie. D'accord. Alors vous êtes, Jean-Paul Maupeou-Combandat est aussi l'auteur d'un ouvrage, donc, comme je le rappelais, de l'asile à la galère, aux éditions Pépère. Est-ce qu'aujourd'hui, le nombre de demandeurs d'asile originaires d'Afrique noire a considérablement augmenté en France? Quelle est la réalité, au niveau statistique aussi? Pas du tout, le nombre n'augmente pas. Il faut d'abord souligner le fait que le nombre de demandeurs d'asile en provenance de l'Afrique n'augmente que en fonction des foyers de tension, des foyers de guerre. D'accord. Et à chaque fois que la situation se normalise, eh bien, ce chiffre se tasse. Et donc aujourd'hui, quand vous comptabilisez les statistiques de l'OFPRA, l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides, et de la Commission des recours des réfugiés, mais vous remarquez quand même qu'il y a plus ou moins 35% des demandeurs qui viennent de l'Europe. D'accord. Ils sont à peu près 30% venus de l'Asie, alors que le chiffre pour l'Afrique, ça tourne autour de 20 à 25%. D'accord, donc finalement on se retrouve dans la même situation que les données statistiques de l'immigration, c'est-à-dire au niveau des demandeurs d'asile, l'Afrique noire est encore en queue de peloton. Absolument. Finalement. Ah, ben absolument, mais c'est pourquoi normalement le fait que ce soit la couche la plus stigmatisée ne peut pas se comprendre. Il n'y a pas une logique. Alors il y a une chose quand même que j'ai remarqué, en fait, qui m'a surpris en regardant les données de l'OFPRA, c'est que lorsqu'on comptabilise les demandeurs d'asile pour l'Europe et pour l'Asie, le nombre de mineurs n'est pas pris en compte dans les statistiques, et systématiquement quand il s'agit de l'Afrique noire, on rajoute dans les données statistiques le nombre de mineurs accompagnant les adultes. Alors est-ce que, je dirais, il n'y aurait pas quelque part une espèce de volonté d'augmenter, de gonfler les chiffres entre guillemets? Ça peut laisser penser, parce que la méthode peut quand même étonner, parce que quand vous lisez par exemple le rapport de l'OFPRA, presque systématiquement vous voyez que quand il s'agit de l'Afrique, on vous dira nombre avec mineurs y compris, alors que quand il s'agit de l'Asie, on dit hors mineurs accompagnants non compris. Je parle particulièrement du rapport 2004-2005, où c'est mentionné ainsi. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que malgré ces systèmes de comptage plus ou moins discutables, au total, on remarque que l'Afrique n'est pas la principale région géographique d'émigration en France, contrairement à d'autres pays comme l'Espagne. Mais enfin bon, je dirais que dans le domaine des statistiques, il faut toujours un indice qui soit, je dirais, équivalent pour tous. Il faut quand même une table de référence au niveau du comptage. On constate qu'on exclut les mineurs dans un camp, enfin pour un certain type de demandeurs d'asile. On rajoute donc le nombre de mineurs pour notamment l'Afrique subsaharienne. C'est une pratique quasi systématique. Il faut quand même le souligner. Mais ce sont les conclusions qui sont intéressantes. Parce qu'on aurait pu penser que, étant donné que l'Afrique a été colonisée par la France notamment, qu'il y ait beaucoup plus d'Africains qui viennent demander l'asile en France, ce qui est le cas par exemple en Espagne, où c'est principalement les originaires de l'Amérique latine qui viennent demander l'asile. Mais ben non. C'est plus les Turcs, les Chinois et autres qui sont en tête de peloton des demandeurs d'asile en France. Et on constate que même en gonflant les chiffres de cette façon, c'est pas pour autant que l'Afrique représente une part plus importante finalement dans le score global des demandeurs d'asile. L'Afrique reste quand même en queue de peloton. Mais c'est peut-être la couche la plus visible de par la couleur de peau, de par autre chose. Mais en tout cas, c'est pas la catégorie la plus importante. Effectivement. Je dirais le mot d'ordre des politiques aujourd'hui, c'est de dire que la France ne peut accueillir toute la misère du monde. Et ça, on l'entend régulièrement à la télévision et dans les médias. Chose importante, je dirais, le travailleur émigré qui vient en France, donc qui est clandestin, est-ce qu'il a droit aux prestations sociales, Monsieur Combandat? Pas du tout, parce qu'il faut d'abord avoir le sésame, le titre de séjour, pour pouvoir prétendre aux prestations sociales. Tant qu'il n'a pas le titre de séjour, il n'a droit à rien. D'accord. Et donc évidemment... C'est quand même important de le rappeler.
Et deuxième donnée importante, c'est qu'on constate que ces travailleurs, qu'ils soient clandestins ou en situation régulière, c'est quand même eux qui investissent le plus financièrement en Afrique. C'est-à-dire quand on regarde le niveau de l'aide au développement accordé par les pays occidentaux, très important. C'est quand même important de le souligner. C'est très important, mais avant de souligner cet élément,